Et oui, on parle de commun numérique. Tout le monde ne sait pas ce que c'est. Eh bien, on va en savoir beaucoup plus grâce à Serge Abitboul. Bonjour Serge, merci Bonjour. d'être avec nous. Vous êtes informaticien, directeur de recherche émérite à l'INRIA. Et puis surtout, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que vous êtes l'auteur, avec François Brancillon, de Vive les communs numériques, paru aux éditions Odile Jacob. Alors, le sous-titre, logiciel libre, Wikipédia, le web, la science ouverte, etc. nous donne quand même quelques indices. Mais je ne peux pas ne pas vous poser la question, parce que c'est quand même le cœur de cet ouvrage. Qu'est-ce qu'un commun numérique? C'est une très bonne question. En fait, c'est un terme qui regroupe tout un paquet de choses qu'on connaît souvent, le plus souvent, mais dont on sait pas, on n'a pas fait le pas en arrière pour comprendre ce que c'est. Donc, il faut revenir un peu en arrière. Donc, les communs, c'est quelque chose qu'il y a eu depuis très longtemps. C'était des ressources. Donc il y a une ressource, ça peut être, je sais pas, un étang, une communauté, c'est les gens qui vont pêcher dans cet étang, et une gouvernance, c'était un ensemble de règles qu'on a mis en place pour protéger cette ressource. Donc ça, c'est un commun. Et c'est très bien été étudié par Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie là-dessus. Et on s'est aperçu que cette notion de commun, ressources, je répète, donc c'est ça le truc important, ressources, communauté, gouvernance. Ce machin-là marchait extrêmement bien avec le numérique. Et donc, ça a donné tous les exemples que vous avez donnés et plein d'autres de grands succès du numérique autour de cette idée de partager une ressource pour plein de raisons. Et donc, bon, il faut quand même lire l'ensemble de l'ouvrage pour bien en comprendre tous les contours. Mais moi, je me demandais, est-ce qu'il y a un moyen de savoir qu'est-ce qui est un commun et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce qu'on voit cette tension aussi à travers le livre. Alors, alors d'abord, on n'a pas voulu mettre des bons points, dire ça c'est un commun, ça c'est pas un commun. On s'en moque un petit peu. Ce qui est important, c'est est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, et toujours de l'étudier avec ces trois points, quoi. Est-ce qu'il y a une communauté? Est-ce que cette communauté partage des ressources? Et puis, est-ce qu'ils ont mis en place une gouvernance? Mais vous dites, c'est pas forcément un... Bon, quand on parle de commun numérique, et puis même ce que vous citez comme exemple sur la couverture, on voit tout de suite logiciel libre, on pense donc open source, on pense même gratuité. C'est pas toujours le cas. Alors, c'est pas toujours gratuit. Et c'est pas toujours ouvert non plus. C'est pas toujours ouvert. Et puis surtout, la frontière est un peu bizarre parce que Internet, par exemple, tout le monde parle beaucoup d'Internet. Internet, c'est quoi? C'est beaucoup de privé. Hein. C'est des gros data centers, c'est des tuyaux qui appartiennent, c'est des opérateurs comme Orange, qui sont des boîtes privées qui font un travail considérable. Mais Internet, c'est aussi tout un paquet de protocoles, de standards, d'interopérabilité qui font que c'est pas exclusif. Tout le monde a le droit de se connecter à Internet, tout le monde a le droit d'utiliser Internet et d'échanger sur Internet. Donc c'est aussi une ressource commune avec une gouvernance qui est tout un paquet. Alors c'est un petit peu compliqué, mais tous les gens qui sont en place pour essayer de faire que ça marche. Et tout ça, c'est aussi un commun, mais c'est aussi privé et c'est aussi public. Donc, vous voyez, la frontière est pas toujours très précise. Mais ce qui est intéressant, c'est cette idée de commun. C'est une idée qui prend énormément de puissance avec le numérique. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est comment ça fonctionne. C'est pas forcément de mettre des bons points, quoi. Oui, et puis c'est vraiment ce qu'on sent. C'est derrière, c'est l'importance de la communauté, de la motivation aussi à faire partie de ceux qui créent ou qui gardent ou qui gouvernent ces communs numériques. Vous en faites partie d'ailleurs. Alors je suis, d'ailleurs on le dit tout de suite, on est complètement biaisé, on est des fans des Jugé communs. Parti. François Brancillon a fait une grande partie de sa carrière dans les logiciels libres et puis dans l'open data. Donc on est des partisans des communs. Alors après, je pense Comment on y entre? Alors racontez-nous, puisque c'est aussi votre expérience personnelle, comment on entre dans cette communauté des communs? Alors c'est ça qui est assez fantastique, c'est qu'il y a énormément de diversité. C'est pas quelque chose que je peux vous décrire en 5 minutes. Il y a plein de motivations particulières. Il y a des motivations qui peuvent être des motivations purement altruistes, de défense des libertés des utilisateurs, de partage, donc tout ça éthique. Donc ça, on retrouve ça beaucoup dans les logiciels libres. Oui. Mais très très près, vous avez ce qu'on appelle les logiciels open source, à code ouvert. Et ces logiciels open source, c'est promu par des grandes sociétés informatiques qui se sont aperçus que produire du logiciel en laissant le code ouvert, c'est finalement beaucoup plus performant. Ça permettait de l'interopérabilité, ça permettait de créer des écosystèmes, ça permettait d'un point de vue de performance d'avoir des gains de performance. Et d'une certaine façon, aujourd'hui, Internet fonctionne avec des logiciels libres massivement, des logiciels open source. Et de la même façon, l'intelligence artificielle est très souvent open source. Les transformers de Google, vous pouvez les avoir en open source. Donc voilà, ces deux idées qui sont
finalement très différentes. Je sais pas, l'altruisme d'un côté, les performances, l'efficacité de l'autre. Et on s'aperçoit finalement qu'on arrive un peu à la même chose, que quand vous allez regarder une licence de logiciel libre, une licence d'open source, la plupart des gens ne vont pas voir trop la différence. Hein. C'est juste la motivation qui diffère, pas vraiment l'objet. Mais alors, une fois donc on est motivé, on a envie de participer à cette aventure des communs numériques, est-ce qu'il faut respecter certaines règles? Parce qu'on parle de l'importance aussi du sujet de la gouvernance. Comment elle se construit, sa gouvernance, quand c'est une communauté disparate qui travaille autour d'un projet, parfois avec des cultures très différentes? Alors, c'est évidemment la bonne question. Dans une boîte privée, en gros, on n'arrête pas de vous le dire, c'est le client qui est le roi. D'accord ? Parce que si le client s'en va, il n'y a plus de boîte, quoi. Dans un commun, c'est les gens qui produisent qui sont les plus importants. Parce que si la communauté se disperse, si les gens partent parce qu'ils ne sont pas heureux dans la communauté à produire le plus souvent gratuitement, le plus souvent bénévolement, la communauté disparaît. Donc l'idée, c'est véritablement d'avoir quelque chose qui satisfasse les gens qui produisent des ressources. Et ça, c'est véritablement la difficulté d'un commun numérique. Alors après, s'ils ne sont pas heureux, la communauté va disparaître. Alors ça veut dire que finalement, cette communauté, c'est une somme d'ego qui s'épanouit? C'est une somme d'ego et qui peuvent avoir des motivations complètement différentes. Hein. Quand vous êtes en train de développer dans Wikipédia, quand vous produisez du texte sur Wikipédia, vous faites ça pour plein de raisons différentes. Pour améliorer les connaissances mondiales, parce que vous êtes dans un club et vous trouvez ça sympa, vous avez des copains. Donc il y a plein de raisons pour faire... Quand vous êtes en train de développer du logiciel... en code source ouvert, en open source, pour IBM ou Microsoft ou Google, vous êtes payé pour faire ça, c'est votre boulot. C'est seulement l'entreprise a décidé que c'était plus efficace d'avoir du code ouvert. Et ça, mais sur la question de la gouvernance, c'est comment on s'entend sur des règles. Par exemple, Wikipédia, ça peut être un exemple que tout le monde peut très bien comprendre. Aujourd'hui, il y a vraiment des règles écrites, partagées, alors débattues en permanence, discutées, mais comment elles se construisent? Quand vous êtes arrivé dans ce monde des communs, racontez-nous un peu de l'intérieur finalement. Est-ce que ce sont des guerres internes qui se font et qui font émerger finalement des règles communes? Alors déjà, il faut voir ça dans le temps. C'est-à-dire que quand un commun se crée, le plus souvent des communs, on ne veut pas de la hiérarchie. On veut pas c'est pas comme une entreprise extrêmement hiérarchique avec des patrons qui décident et puis pas du mais est-ce tout que c'est pas plus compliqué justement quand c'est pas pyramidal? Du coup, c'est mieux parce que il y a plus de distribution de responsabilités, etc. Et le numérique permet ça. C'est aussi un grand abord du numérique, c'est de permettre des échanges d'informations qui sont et de commandes qui sont beaucoup moins hiérarchiques. D'accord. Donc la première chose, ça. Ensuite, ça se passe pas toujours très bien. C'est-à-dire qu'il y a des engueulades. Il y a des gens qui sont pas d'accord. C'est pas un monde de bisounours du tout. Hein, le développement de logiciels ou d'autres communs, c'est des mondes qui peuvent être des fois un petit peu rudes. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent il y a une présence féminine un peu faible dans ces communs. C'est quelque chose qu'il faudrait vraiment corriger, mais dans les logiciels libres, par exemple, il y a assez peu de femmes et une culture qui peut être des fois un peu agressive. Alors après, il y a toutes les possibilités. C'est par exemple une possibilité importante pour le logiciel. Vous avez une communauté qui développe un logiciel et les gens s'engueulent pour des raisons philosophiques, peut-être pour des raisons de personnes, et ils décident qu'ils ne peuvent plus vivre ensemble. Dans une boîte privée, on voterait au conseil d'administration, puis on s'arrangerait. Oui. Là, c'est pas possible. Donc, ce qui va se passer, il va se passer ce qu'on appelle un fork. C'est-à-dire qu'on va faire une copie du logiciel, et puis il va y avoir deux logiciels qui vont être dans deux communautés. Alors, c'est pas bon pour la communauté, parce que ça affaiblit en nombre la communauté. La communauté se coupe en deux, c'est jamais bien. Mais quand il n'y a pas moyen de faire autrement, il y a deux communautés qui... on comprend maintenant d'où viennent les forks, et ça permet aussi de la créativité, finalement, tout ça. Mais vous avez dit que le numérique permet ça. En fait, l'informatique et l'outil qui permet aujourd'hui ce travail de pair à pair. Parce que dans le livre, ce qui est cité comme premier commun numérique, c'est Internet. Est-ce que c'est pas l'informatique le premier commun finalement du numérique? Alors, c'est compliqué de dire quel serait le premier commun. Les communs numériques se sont d'abord développés en logiciel, donc l'informatique, vous avez raison. Mais c'est là qu'il y a quelque chose que moi j'ai un peu découvert en écrivant ce livre avec François Mancillon. C'est en faisant un pas en arrière, on voit très bien que les communs numériques, c'est comme tous les communs, c'est non exclusif. Tout le monde peut en bénéficier. C'est non rival, c'est-à-dire que vous pouvez multiplier un logiciel par 1 million d'exemplaires et ça coûte pas plus cher. Donc ça, on voit bien. Mais ce qu'on voit moins, c'est que le numérique permet des échanges d'informations, du travail collaboratif à des niveaux incroyables.
reprenons le cas de l'encyclopédie. On aurait très bien pu considérer au XIXe siècle, quand on a fait une encyclopédie, que plutôt que la faire écrire par une dizaine ou quelques dizaines de spécialistes, d'experts, on allait la faire écrire par quelques milliers de personnes. Mais comment vous voulez faire travailler au XIXe siècle des milliers de personnes ensemble pour faire un texte commun? C'est pas possible. Aujourd'hui, avec les outils qui ont été développés, avec les outils informatiques qui ont été développés, plusieurs dizaines de milliers de personnes, plusieurs centaines de milliers de personnes peuvent collaborer à un projet commun, peuvent échanger de l'information, peuvent échanger des règles, et ça fonctionne. Et ça, c'est aussi un apport fondamental de l'informatique. Alors, quand même, quand on écoute Tim Berners-Lee, on se dit que quand même l'outil web a été un peu abîmé. Privatisé beaucoup finalement par les plateformes, la question de l'exploitation commerciale des données, même de la surveillance à travers les données, en fait, ont un peu changé le projet web par rapport à son origine, en tout cas d'après ce que nous dit l'un de ses créateurs. Est-ce qu'il vous semble, vous, aujourd'hui, que les communs numériques sont malmenés, en danger? Oui. C'est-à-dire qu'en même temps, il se développe considérablement. Oui, parce qu'à la fin, c'est super. Quand on regarde les tableaux, on se dit qu'il y a une croissance incroyable du nombre de projets. Il y a une très belle croissance, à la fois dans des domaines particuliers, mais aussi géographiquement. Ça fonctionne bien. Par contre, comme vous le dites, il y a des risques, il y a des périls. Alors, la question, c'est pas nouveau dans les communs. Même les communs matériels, il y avait les enclosures qui faisaient que les gens, ils avaient un commun, ils allaient tous glaner sur des champs, et puis tout d'un coup, on mettait une barrière, et puis le champ devenait propriété privée. Donc, sur les communs, il y a ça. Alors, il y a les États. Par exemple, Internet montre bien que les États essaient de limiter la liberté, qu'on trouve sur Internet. De recréer des frontières, finalement. Recréer des frontières artificielles, absolument. Mais on voit aussi les entreprises privées, les grandes entreprises privées, pour maximiser leurs profits, on les voit aussi essayer de mettre des frontières. On a tous ce machin dans la poche. Ce machin dans la poche, il y a des applications. Une application, c'est uniquement... Vous pourriez avoir exactement le même service sur le web, d'accord ? Mais on vous la met dans une application pour vous mettre dans un silo, pour vous encadrer mieux, garder vos données, vous empêcher d'aller ailleurs, etc. Et donc ça, c'est une véritable attaque contre les communs. Il y a des pillages de communs. On voit aujourd'hui avec l'IA générative, les IA génératives s'abreuvant des textes communs qui sont en Creative Commons, en accès ouvert sur l'Internet, pour créer des produits qui, eux, ne sont pas en accès ouvert. Donc, vous voyez, il y a toutes ces attaques-là, et évidemment, c'est un très bel outil qui se développe à côté de la propriété privée. Donc, c'est pas quelque chose qui met en péril la propriété privée, mais c'est quelque chose qu'il faut défendre, parce que sinon, on perdra tous les avantages de ces... C'est la motivation première de cet ouvrage ? C'est la motivation première. C'est né d'une inquiétude ? Alors, c'est né d'abord d'une inquiétude. C'est né aussi... l'ouvrage précédent, c'était sur les réseaux sociaux. Et c'était très drôle, quand je parlais de quelqu'un en disant « je travaille sur les réseaux sociaux, j'ai écrit un bouquin », ils connaissaient tous mieux que moi les réseaux sociaux. Et sur les communs numériques, ça c'est agréable, parce que vous dites « je travaille sur les communs numériques », vous dites sur quoi et en fait, les gens savent, les gens connaissent l'open source, les gens connaissent l'open data, les gens connaissent l'open science. Tous ces trucs-là, ils en ont entendu parler. Mais ce qu'on a voulu faire aussi, c'est leur faire un peu en arrière en regardant, en disant, mais regardez, tout ça, c'est des choses qui tiennent un peu du même esprit, qui tiennent un peu des mêmes concepts et qui méritent d'être défendus. Alors, je voulais vous allez voir, peut-être je vais vous reposer un peu les mêmes questions, mais je voulais qu'on fasse ensemble le jeu de l'interview express, où je pose des questions très binaires, qui va être aussi quelque chose qu'on va pouvoir regarder à part. Donc, c'est pas mal, même si vous répétez des choses, Serge, n'hésitez pas. On commence avec un oui-non. Alors, oui-non, les communs numériques sont des outils numériques gratuits créés par des bénévoles. Pas forcément gratuits et pas forcément par des bénévoles. Vrai ou faux, Internet est le premier des communs numériques, puisque vous le mettez d'ailleurs dans un tableau, 1983. D'ailleurs, vous le datez à 83, c'est pas vraiment le début d'Internet, mais c'est la date que vous choisissez avec Vinton Cerf à sa tête. Alors, je ne suis pas historien, je ne sais pas exactement qui est le premier, mais c'est clairement parmi les grandes réussites, c'est clairement la première grande réussite des communs numériques. C'est mieux ou moins bien en ce moment en matière de diversité de projets de communs numériques ? C'est mieux, mais il y a aussi beaucoup de risques sur les communs et d'attaques contre les communs. Pour ou contre l'idée que les productions des IA génératives puissent être justement considérées comme des communs numériques ?
C'est cette idée qui m'est venue. Je me suis dit finalement, puisque ça utilise des bases communes et que ça ne fait que les compiler, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que toutes ces productions sont des communs? Je peux répondre longuement là-dessus. Elles devraient l'être, puisqu'elles ont été fabriquées à partir de communs, mais il y a du travail en plus, donc on pourrait aussi vous faire payer le travail en plus pour les construire, d'accord? Mais l'idée d'avoir des ressources qui soient... Donc premièrement, que les données d'apprentissage soient des communs, c'est très souvent le cas, massivement, pas que, mais les données d'apprentissage sont très souvent des communs. Les logiciels qui font tourner ces IA génératifs sont souvent des communs aussi, sont des logiciels open source, souvent des communs. On peut aussi imaginer que les modèles qui sont générés puissent être vus aussi comme des communs et laissés en accès libre pour que les gens puissent construire au-dessus. Mais ce n'est pas le cas. C'est ce que je veux dire. On est dans le on peut imaginer pour l'instant. Vous êtes plutôt dans le camp de j'aime ou je n'aime pas le piratage. Parce que dans le livre, j'ai noté que vous parliez du piratage. Est-ce que, comme presque une façon de transformer finalement une propriété privée en un commun? Encore une fois, difficile d'avoir une réponse. C'est mon interprétation, pardon. Non, mais vous avez raison. Et je vais prendre un exemple. Alexandra Elbakian, qui pirate tous les articles scientifiques et qui crée un site web qui s'appelle SciHub, dans lequel elle met à disposition de tout le monde les articles scientifiques de la planète, 98% dans SciHub. C'est illégal, parce que certains de ces articles sont protégés par le copyright. La seule question, c'est que vous avez là deux lois. Vous avez une loi qui dit... Un scientifique, on ne peut pas lui limiter l'accès à des articles scientifiques parce que c'est ça qui fait avancer les connaissances de l'humanité. Et l'autre loi qui dit il faut protéger la propriété intellectuelle. Alexandra Elbakian a décidé de placer la valeur scientifique au-dessus. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, mais elle a fait bouger les choses parce qu'aujourd'hui, tout est devenu, la plus grande masse des données scientifiques est aujourd'hui en open access grâce à des travaux comme le sien. Allez, très vite. J'y crois ou j'y crois pas qu'on peut encore réparer le web? J'espère bien. Et refaire un commun numérique. D'accord ou pas avec ce qui se passe au niveau des réglementations aujourd'hui européennes pour les communs numériques? Alors ça ne va pas assez loin. Je pense qu'il faudrait il faudrait développer des lois et des règlements pour les protéger plus, mais ça commence à aller dans le bon sens. Et un rêve ou cauchemar, la viabilité des communs numériques, est-ce que ça vous inquiète, cette viabilité aujourd'hui? Je pense que c'est un combat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Smartech. Serge Abitbou, je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite à l'INRIA et le co-auteur de Vive les communs numériques chez Odile Jacob. Je vous recommande cette lecture.